Les récifs coralliens, ces merveilles de biodiversité de nos océans, sont aujourd'hui en état d'alerte maximale. Face au changement climatique, la question est brûlante et elle est simple. Vont-ils survivre? On va plonger ensemble dans ce dossier pour comprendre la pression immense qui pèse sur leur avenir. Ces déclarations de l'agence australienne qui surveille les récifs, elles nous frappent de plein fouet. On ne parle pas là d'un problème lointain, pour plus tard. Non, c'est une crise qui se déroule juste sous nos yeux, en ce moment même. Et la Grande Barrière, eh bien, ce n'est que le symptôme le plus connu d'un mal qui est devenu planétaire. Alors, pour bien saisir tous les enjeux, voilà notre feuille de route. On va commencer par l'alerte mondiale, puis on posera un double diagnostic sur les causes, on verra ensuite si un point de non-retour a été atteint, quelles sont les conséquences en chaîne, et enfin quelles sont les cartes qui nous restent en main. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le blanchissement spectaculaire en Australie, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. C'est juste la manifestation la plus médiatisée d'un phénomène qui touche les coraux d'eau chaude absolument partout dans le monde. Ce qui est frappant, c'est l'accélération du phénomène. La fréquence de ces épisodes de blanchissement, elle s'intensifie à un point tel que les vagues de chaleur sont devenues beaucoup trop rapprochées. Les récifs n'ont tout simplement plus le temps de respirer, de récupérer entre deux chocs. C'est une course contre la montre qu'ils sont clairement en train de perdre. Bon, passons maintenant au diagnostic. Pourquoi les coraux souffrent-ils autant ? La cause première, on la connaît, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Mais le truc, c'est qu'il agit de deux manières différentes qui s'additionnent. C'est un peu le double peine. On peut vraiment voir ça comme une double maladie. D'un côté, il y a la fièvre, l'océan surchauffe. Les coraux complètement stressés expulsent les petites algues qui les nourrissent et qui leur donnent leur couleur. Résultat, ils deviennent tout blancs. C'est ça le blanchissement. Et de l'autre côté, on a une sorte d'ostéoporose. L'océan absorbe aussi le CO2, ce qui rend l'eau plus acide. Et ça rend la construction de leur squelette en calcaire beaucoup plus difficile. Ce mécanisme, la calcification, c'est vraiment le cœur du problème. C'est la capacité des coraux à construire leur maison, leur squelette en fait. Et l'acidification, c'est comme si on leur volait les briques et le ciment nécessaires à cette construction. Ils doivent dépenser beaucoup plus d'énergie pour un résultat bien moindre, ce qui les épuise et les affaiblit. Cette double agression, ça nous amène forcément à une question cruciale. Est-ce qu'il y a un seuil, un point de bascule, au-delà duquel le retour en arrière devient tout simplement impossible pour les récifs coralliens ? Le GIEC, vous savez, le groupe d'experts sur le climat, a une définition très claire pour ça. Un point de bascule, ce n'est pas une dégradation lente et progressive. Non, c'est un changement d'état. C'est brutal. Le récif ne se contente pas de mourir, il est remplacé par autre chose. Souvent des tapis d'algues, des paysages désolés, avec une perte massive de toute la vie qui allait avec. Et ce seuil, les scientifiques l'ont identifié. Le point de bascule pour les coraux d'eau chaude, le moment où le risque d'effondrement devient vraiment très élevé, il se situe à un réchauffement de la planète de 1,2 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et là, attention, c'est le point clé de toute cette histoire. Ce seuil de 1,2 degré, eh bien, on l'a déjà franchi. On n'est plus en train de se diriger vers le point de bascule. On y est. Les scientifiques appellent ça un état de dépassement. Ça veut dire que même si on arrêtait toutes nos émissions aujourd'hui, là maintenant, les conditions actuelles sont déjà insoutenables sur le long terme pour la plupart des récifs. Alors, pourquoi est-ce que la disparition des coraux devrait nous inquiéter ? Parce que leur sort est intimement lié au nôtre et à la santé de toute la planète. Les conséquences vont bien au-delà de la perte de jolis paysages sous-marins, croyez-moi. Les chiffres donnent le vertige. Les récifs couvrent moins de 1% du fond des océans, mais ils abritent entre un quart et un tiers de toutes les espèces marines qu'on connaît. Ce sont, littéralement, les forêts tropicales de l'océan. Leur disparition, ce serait une extinction de masse, ni plus ni moins. Et pour l'être humain, l'impact est direct. On estime qu'au moins 500 millions de personnes, un demi-milliard de gens dans le monde, dépendent directement des récifs. Pour se nourrir, pour leurs revenus, grâce à la pêche ou au tourisme, ou encore pour leur protection physique contre les vagues et les tempêtes. Leur déclin, c'est une crise humanitaire en puissance. Et le problème ne s'arrête pas aux coraux. L'acidification, elle touche plein d'autres organismes qui ont besoin de calcaire pour construire leurs coquilles ou leurs squelettes. On parle des mollusques comme les huîtres, les moules, des échinodermes comme les oursins et même certains crustacés. C'est toute la chaîne alimentaire marine qui est fragilisée. Bon, face à ce diagnostic plus qu'alarmant, que peut-on faire ? Est-ce qu'il existe encore des leviers d'action ? Explorons un peu les pistes, du traitement de fond aux soins palliatifs, pourrait-on dire. Il y a une hiérarchie très claire dans les actions. La seule, l'unique vraie solution, le seul remède, c'est l'action numéro 1, réduire massivement nos émissions de CO2. Point. Les autres mesures, ce sont des premiers secours. Elles sont vitales pour aider les récifs à survivre localement, mais elles seront complètement inutiles si la cause profonde n'est pas traitée. Quant à la géo-ingénierie, ça reste pour l'instant très expérimental. Mais il faut être lucide sur les obstacles.
Tenter de restaurer un récif alors qu'il est déjà au bord du point de bascule, c'est un peu comme essayer de réparer un moteur pendant que la voiture fonce vers un mur. Même si certains coraux, plus résistants, arrivent à survivre, on perd au passage une immense diversité génétique. Et surtout, la grande crainte, c'est que la vitesse du changement soit tout simplement trop rapide pour que la nature, l'évolution, puisse suivre le rythme. On termine donc sur cette question qui est fondamentale. L'état de dépassement dans lequel on se trouve, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de nos actions passées. L'avenir des coraux et par extension celui d'un océan riche et en bonne santé dépend entièrement de la rapidité et de l'ampleur de nos actions dès maintenant. L'océan de demain, il se décide aujourd'hui.